Alors le module 4 porte sur les indices et c'est le dernier module dans lequel on va s'intéresser à des indicateurs statistiques qui résument une grande quantité de données. Donc comme je viens de le dire, un indice ça sert à synthétiser de l'information contenue dans de nombreuses données en un seul chiffre et généralement ce qui va être intéressant avec les indices, ça va être d'observer l'évolution de ces indices à travers le temps. Donc commençons avec les indices élémentaires, c'est les indices les plus simples. Et c'est simplement, un indice élémentaire, c'est simplement le rapport entre une variable évaluée à une période par rapport à une autre période. Donc il est noté cet indice élémentaire i avec les indices t/0, qui veut dire qu'on va regarder le rapport entre la variable à la période t par rapport à la même variable à la période 0. Et donc on a que i t0 est égal à xt, c'est la variable qui nous intéresse, à la période t, divisé par x0. T égale 0 est la période de référence. Donc en fait, on peut interpréter ça de deux manières qui sont équivalentes. Ici l'indice élémentaire nous donne quelle est la valeur de xt en proportion par rapport à x0, ou bien que vaudrait xt si x0 valait 1. Ces indices élémentaires ont trois propriétés que vous devez connaître. C'est celles qui sont ici, donc la propriété d'identité, la propriété de transitivité et la propriété de réversibilité. Ces propriétés sont très faciles à démontrer, simplement en utilisant la définition de l'indice élémentaire. Et donc, si vous êtes intéressé par ces démonstrations, je vous laisse mettre pause pour regarder les démonstrations que j'ai faites ici. Elles sont vraiment très simples. Et maintenant, un tableau dans lequel, sur les lignes, on a différents biens, et dans les colonnes, on a différentes périodes. Et puis à chaque entrée de ce tableau, donc pour chaque bien et à chaque période, on a le prix et la quantité. Par exemple, le prix auquel le bien a été vendu et la quantité du bien qui a été vendu. Et puis maintenant, imaginez qu'on s'intéresse à l'évolution des prix entre la période 0 et la période t. Alors, ce qu'on peut commencer par faire, c'est calculer les indices élémentaires. Donc on va diviser pour chaque bien le prix à la période t par le prix à la période 0. Et donc on aura toute une collection d'indices élémentaires, on en aura n, 1 pour chaque bien. Mais ensuite, nous, ce qu'on voudrait par exemple, c'est d'avoir un seul indice. On voudrait agréger tous ces indices élémentaires en une seule information qui nous donne l'évolution agrégée des prix pour tous les biens. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est calculer bêtement la moyenne. Donc on somme tous les indices élémentaires et on divise par n le nombre d'indices élémentaires. Mais si on fait ça, alors implicitement, on va donner exactement la même importance à tous les biens. Mais peut-être qu'il y a un des biens qu'on vend beaucoup plus que les autres. Et donc l'évolution de son prix à lui devra être prise en compte de manière plus importante dans l'évolution des prix de manière générale. Donc pour calculer un indice agrégé, qu'on va appeler un indice synthétique, il va falloir utiliser des méthodes un petit peu plus astucieuses que simplement la moyenne. Et la manière dont on va s'y prendre donc pour calculer ces indices agrégés, ça va être en utilisant des agrégats, soit des agrégats de prix, soit des agrégats de quantité. Et donc un agrégat, donc commençons avec l'agrégat des prix. L'agrégat des prix pour la période t, c'est simplement la somme des prix sur chaque bien à la période t, mais à chaque fois, ces prix sont multipliés par la quantité du bien qui a été vendu ou consommé à une période de référence qui est notée R. Et dans les exemples qu'on va voir, R sera soit 0, soit t, mais notez que ça peut être aussi une autre période de référence qu'on peut utiliser. Et donc, en calculant l'agrégat des prix de cette manière, vous voyez qu'on est en train d'agréger les prix, mais en tenant compte de l'importance de chaque prix et en tenant compte en multipliant ce prix par la quantité pour le bien en question, mais à une période de référence qu'on décide. Pour l'agrégat des quantités que vous avez ici, c'est la même chose, on va semer toutes les quantités, mais on va multiplier ces quantités à chaque fois par le prix correspondant à une période de référence R. Et finalement, si on calcule un agrégat où à la fois la quantité et le prix sont évalués à la même période, alors on appelle ça simplement la dépense. Alors ensuite, pour calculer donc des indices agrégés, ou plutôt des indices synthétiques, la manière dont on s'y prend, c'est simplement qu'on fait le rapport entre deux agrégats. Par exemple, pour l'indice synthétique des prix, entre la période t et la période 0, on va simplement faire
l'agrégat des prix à la période t divisé par l'agrégat des prix à la période 0. Rappelez-vous, si on avait voulu calculer l'indice élémentaire des prix, par exemple pour le prix du bien 1, on aurait fait le prix du bien 1 à la période t divisé par le prix du bien 1 à la période 0. Et ici, c'est simplement une généralisation de ce calcul, mais de manière agrégée, en utilisant les agrégats. Et donc ce calcul, notez bien que ce qu'on fait ici dans ce calcul, c'est qu'on va diviser la somme des prix à la période t par la somme des prix à la période 0, mais chacun de ces prix va être multiplié par une quantité, par la quantité du bien correspondant, pour lui donner une certaine importance. Mais notez que cette quantité, entre le numérateur et le dénominateur, ne change pas, dans le sens où chacune de ces quantités vont être évaluées à la même période, et ce sera typiquement 0 ou t, cette période de référence, parce que, comme c'est noté ici, un indice de prix doit refléter le changement des prix, et donc c'est pour ça qu'on garde les quantités constantes. Ensuite, pour l'indice des quantités, eh bien, on peut le comprendre exactement de la même manière que pour l'indice des prix. On va calculer cet indice synthétique comme le rapport entre l'agrégat des quantités à la période t sur l'agrégat des quantités à la période 0. Et cette fois-ci, on va faire varier les quantités entre la période 0 et la période t, et on va chacune les pondérer pour leur donner une certaine importance par leur prix respectif, mais à une certaine période donnée, donc à une période de référence. Et donc, comme c'est noté ici, un indice de quantité doit refléter le changement de quantité, et c'est donc pour ça qu'on garde les prix constants. Et donc, on n'a encore rien dit par rapport à cette période de référence, et en fait, en fonction de la période de référence qu'on va prendre, notre indice va changer de valeur. Et typiquement, si on prend la période de référence t ou la période de référence 0, alors on n'aura pas exactement la même valeur pour notre indice. Et puis finalement, comme c'est noté ici, l'indice de dépense est unique. En fait, il n'y a rien de sorcier par rapport à l'indice de dépense. Si vous êtes intéressé de connaître l'évolution de votre dépense entre deux périodes, eh ben, vous calculez simplement le rapport entre la dépense à une certaine période par rapport à la dépense à une période de référence. Alors ensuite, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Simplement, quand la période de référence va être la période 0, alors on va appeler l'indice un indice de la paire. Ça peut être soit l'indice des prix de la paire, soit l'indice des quantités qu'on verra sur le slide suivant. Et quand la période de référence est la période t, alors on parlera d'indice de Pasch. Ça peut soit être un indice de prix, comme sur ce slide vous avez, soit un indice de quantité, et on le verra là au slide suivant. Et finalement, si vous voulez calculer un indice qui est un petit peu entre la paire et Pasch, vous pouvez calculer l'indice de prix ou l'indice de Fisher. Ici, c'est l'indice de prix de Fisher, qui est juste la racine carrée du produit entre les indices de Pasch et de la paire. Donc là, sur ce slide, vous avez la version quantité de ces indices, donc l'indice de quantité de la paire, quantité de Pasch, et puis l'indice de quantité de Fisher. Ensuite, sont passées en revue quelques propriétés sur ce slide, et puis sur le slide numéro 15, quelques propriétés de ces indices. Je ne vais pas revenir dessus, par contre je vous incite à vous revenir dessus pour bien comprendre ces propriétés, parce qu'au fond le module 4 c'est un petit peu de par cœur, il faut connaître ces différents indices, et puis il faut aussi être à l'aise avec leurs propriétés. Alors ensuite, quelques propriétés par rapport aux différents indices synthétiques. Assurez-vous de bien parcourir tout le module 4 et de tester vous-même si vous comprenez ces propriétés, si vous arrivez un petit peu à les démontrer. Ça peut être très utile pour la compréhension du sujet, pour la résolution d'exercices et ainsi de suite. Et le slide d'après, c'est un slide qui est assez important dans le sens où c'est celui qui montre effectivement que les indices synthétiques de prix et de quantité sont bien des moyennes pondérées d'indices élémentaires. Et donc je vous ai fait sur un slide à côté la démonstration un tout petit peu plus complète où j'explique les étapes pour les indices de la paire et de Pasch. Alors commençons cette explication par un petit rappel. La moyenne pondérée, qu'est-ce que c'est? Alors simplement, si on a n observations qui sont représentées par xi et qu'on veut calculer la moyenne de ces n observations, ou plutôt la moyenne pondérée, alors on va semer chacune de ces observations en les multipliant à chaque fois par la pondération respective, la pondération qu'on veut appliquer à chacune des observations. Et donc avec la contrainte que la somme des pondérations doit être égale à 1 et que chaque pondération est positive.
Alors, une fois ce rappel fait, maintenant on peut s'intéresser aux démonstrations que les indices de quantité ou de prix sont effectivement des moyennes pondérées. Commençons par l'indice de quantité de la paire. Donc, en noir, c'est la formule qu'on connaît pour l'indice de quantité de la paire. Et j'ai rajouté en rouge ici un terme complètement neutre dans le sens où c'est égal à 1. Donc je peux m'amuser à multiplier par ce 1 ici, parce que quelque chose divisé par lui-même est égal à 1. Et donc si je fais ça, alors je peux ensuite rassembler ce QIT avec le QI0, ce qui va me donner en fait, par définition, cela équivaut à l'indice élémentaire de quantité de la période t par rapport à la période 0, ce que j'ai noté ici. Donc ce qui me reste après au-dessus de la barre de fraction, c'est donc PI0 fois QI0 fois l'indice que j'ai fait apparaître. Ensuite, la prochaine étape, c'est tout simplement de se rendre compte que ce terme-là, il est en dehors de cette somme-là. Il est indépendant de cette somme-là. Donc on peut s'amuser à le faire rentrer à l'intérieur de la somme. Ça va rien changer, c'est exprimé d'une manière équivalente à ce qu'on avait déjà là. Et si je le fais ensuite, je vais plus précisément m'intéresser à rassembler le PI0 fois QI0 avec ce terme que j'ai fait rentrer dans la somme, de telle manière à ce qu'on obtienne cette expression-là. Et donc l'indice des quantités de la paire est égal à la somme de ce terme-là fois chaque indice élémentaire de quantité. Donc on somme pour tous les biens l'indice élémentaire de quantité pour chaque bien multiplié par ce terme-là. Et ce terme-là, si on s'y arrête 2 secondes, on se rend compte que c'est une pondération. Parce que effectivement, il est plus grand ou égal à 0. Et effectivement, si vous faites la somme sur tous les i de cela, alors vous aurez la somme ici qui va arriver. Donc la somme des PI0 fois QI0 divisé par la somme des PI0 fois QI0. Donc ça donne 1. Et donc effectivement, l'indice de quantité de la paire est une somme pondérée. Et d'ailleurs, les pondérations dans ce cas-là sont en fait des pondérations de dépenses. C'est-à-dire, ici, quand on voit PI0 fois QI0, c'est la dépense au temps 0 pour le bien I divisé par la dépense totale au temps 0. Donc on a bien la dépense pour le bien I au temps 0 en proportion par rapport à la dépense totale au temps 0. Ensuite, dans les slides, vous avez aussi la même chose qui est montrée pour l'indice des prix de la paire. Mais on peut aussi faire ça pour l'indice des prix ou des quantités de Pache. Je vous l'ai fait pour l'indice des prix de Pache. Et donc, on prend la définition comme avant de l'indice des prix de Pache. Et on fait apparaître cette fois-ci un PI0 sur PI0. Donc, de nouveau, c'est équivalent de faire ça parce que ce terme-là vaut 1. Et on va rassembler ce PI0 en dessous de la barre de fraction avec ce PIT qui est ici, de telle manière à ce qu'on obtienne finalement l'indice élémentaire des prix de la période t par rapport à la période 0. Et ensuite, au-dessus de la barre de fraction, ce qui nous restera, ce sera QIT fois PI0, ce que j'ai noté ici. Et on fait la même astuce que tout à l'heure, on rentre à l'intérieur de la somme ce terme qui était en dessous de la barre de fraction. Et donc, l'indice des prix de Pache est égal à la somme de ce terme-là fois l'indice élémentaire des prix pour le bien I. Et on somme sur tous les I. Et de nouveau ici, vous vous rendez compte que ce terme-là est une pondération. Alors là, il faut faire attention parce que il n'y a pas une interprétation aussi nette qu'avant, où avant on pouvait dire c'était la dépense relative du bien I au temps 0 par rapport à la dépense totale. Ici, vous voyez, c'est pas vraiment la dépense parce qu'on a le prix pour le bien I à la période 0 avec la quantité pour le bien I à la période t. Donc on est en train de rassembler des informations par rapport à 2 périodes différentes. Mais cela ne change pas que ce terme-là est quand même une pondération, parce qu'elle est plus grande ou égale à 0, et que la somme de ces termes-là sur tous les i vaut 1. Donc vous pouvez vous amuser à faire ça si vous avez besoin pour vous en convaincre aussi pour l'indice des quantités de Pache, et vous verrez, vous arriverez aussi à exprimer ça comme une moyenne pondérée. Alors ensuite et enfin, le taux d'inflation et la perte de pouvoir d'achat.
Alors pour vous expliquer ces concepts, je vais m'y prendre en 2 temps pour chacun de ces concepts. D'abord, je vais vous expliquer par rapport à un seul bien et ensuite on va généraliser pour des quantités agrégées. Alors de manière générale, en fait, si vous faites un indice -1, vous allez simplement obtenir un taux de croissance ou bien un taux de décroissance si ce taux est négatif. Et quand on parle de ce taux pour les prix, on parle en fait d'inflation. Donc l'inflation, c'est simplement un taux de croissance, et puis la déflation, c'est simplement un taux de décroissance pour les prix. Et si on s'intéresse donc à un seul bien, donc par exemple le bien I, pour la période de 0 à t, alors la manière dont on va calculer l'inflation, ça va être donc le changement du prix par rapport au prix initial. De cette manière, on calcule bien un taux de croissance ou un taux de décroissance si c'est négatif. Et donc si on calcule le changement du prix, donc ça va être le prix à la période t pour le bien I moins le prix à la période 0, et tout ça divisé par le prix initial, donc le prix à la période 0 pour le bien I. Et si on distribue donc ce divisé par PI0 à chacun des deux termes au numérateur, on obtient donc PIT divisé par PI0 moins PI0 divisé par PI0. Le premier terme, on reconnaît que c'est l'indice élémentaire des prix entre la période T et la période 0 pour le prix du bien I. Et le deuxième terme, on a quelque chose divisé par lui-même, ce qui nous donne 1. Donc on a bien que l'inflation du prix du bien I, c'est l'indice élémentaire pour le prix du bien I moins 1. Et donc ici, c'est l'inflation, c'est pas forcément l'inflation annuelle, hein. Notez bien que c'est l'inflation entre la période 0 et la période T. Ensuite, réfléchissons de manière agrégée. Eh ben, on va calculer exactement de la même manière l'inflation agrégée des prix. Donc ça va être, si vous voulez, le résultat va être le taux de croissance moyen des prix, sur tous les prix. Et on va utiliser la même formule, sauf qu'au lieu d'utiliser le prix individuel, on va utiliser les agrégats. Et donc, on va faire l'agrégat des prix à la période t, moins celui à la période 0, divisé par l'agrégat des prix à la période 0. Et de nouveau, si on distribue donc ce terme à chacun des deux termes au numérateur, on obtient pt0 moins 1, et c'est la définition de l'inflation. Pour la perte de pouvoir d'achat, il y a un petit peu plus de texte sur le diapo, mais n'ayez pas peur. Donc pour le bien I, commençons avec un seul bien. Donc pour le bien I, on prend une quantité de référence QIR, et donc en fait c'est une quantité pour une période de référence, puis on va regarder en fait quel argent on doit débourser aux différentes périodes pour consommer cette même quantité QIR de référence. Donc au temps 0, il va falloir qu'on paye PI0 fois QIR francs suisses, c'est une quantité d'argent ça, pour pouvoir consommer cette quantité QIR. Par contre au temps T, on va devoir débourser PIT fois QIR pour consommer toujours cette même quantité QIR. Donc imaginons que le prix en fait ait augmenté entre la période 0 et la période T. Alors on aura une différence du montant d'argent qu'on doit débourser pour consommer cette quantité QIR, et cette différence sera PIT moins PIT fois QIR moins PI0 fois QIR. Et donc comme on doit débourser cet argent en plus pour consommer toujours la même quantité du bien I, alors en fait cet argent il va nous manquer pour consommer autre chose. C'est pour ça qu'on parle de perte de pouvoir d'achat. En fait, c'est la perte de pouvoir d'achat qui est consécutive au changement des prix. Et donc, pour la calculer en termes relatifs, on fait comme ça. Donc, on calcule cette différence, cette augmentation du budget qu'on doit allouer pour consommer la même quantité du bien I. Donc, je la reprends ici au numérateur et je l'exprime en termes relatifs par rapport à la quantité d'argent que je dois débourser au temps T pour consommer cette même quantité. Donc voilà, en termes relatifs, ma perte de pouvoir d'achat pour un seul bien. Et là, vous voyez que si je distribue ce terme-là aux deux termes du numérateur, eh ben, je vais avoir 1 moins, et donc là, j'aurai PI0 divisé par PIT, ce qui nous fait l'indice de la période 0 par rapport à la période T, hein, attention. Ici, on a PI0 au-dessus de la barre de fraction et PIT au-dessous de la barre de fraction. Et ensuite, le QIR se simplifie. Donc, c'est pour ça qu'on peut écrire cette expression ici. Pour la perte de pouvoir d'achat agrégée, eh ben, c'est exactement la même logique que précédemment, sauf qu'au lieu de considérer juste le bien I, on va semer
les budgets qu'on doit dépenser à chaque période sur tous les biens. Donc vous voyez ici, au lieu d'avoir PIT fois QIR, on a la somme des PIT fois QIR sur tous les biens, sur tous les I. Pareil pour ce deuxième terme ici, on somme sur tous les I, et y compris pour celui au-dessous de la barre de fraction. Et donc l'interprétation est la même que précédemment. Vous voyez ici, ce terme-là à gauche, c'est la quantité d'argent qu'on doit débourser au temps 0 pour consommer ce panier de biens qui est composé des quantités Q, I, R pour chacun des biens I. Donc ça, c'est cette somme d'argent au temps 0 qu'on a dépensé. Et ça, c'est la somme d'argent à gauche qu'on doit dépenser au temps T pour consommer exactement le même panier de biens. Et donc la différence entre les deux, c'est la différence de budget. Imaginez que par exemple ici, cette somme vale 100 et cette somme ici, elle vale 110. Alors ça veut dire qu'on doit, au temps T, on doit dépenser 10 de plus qu'au temps 0 pour consommer exactement le même panier. Et donc ça fait une perte de pouvoir d'achat parce qu'on a 10 en moins à consommer dans autre chose. Et ensuite, de nouveau, on rapporte ce 10 par rapport au budget total au temps T. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça la perte de pouvoir d'achat pour la période T par rapport à la période 0. Et de nouveau, si on distribue le terme qui est sous la barre de fraction à chacun des deux termes ici, alors on obtient finalement cette expression-là, 1 moins l'indice synthétique des prix de la période 0 par rapport à la période T. Faites attention, là aussi c'est 0 par rapport à T. Et vous voyez que de nouveau, on a une correspondance avec le cas où on s'intéressait seulement à un bien. Et c'est tout pour cette vidéo.